allons parler de vin et de sucrosité. Si l'on se réfère à l'ouvrage qui fait souvent référence en matière de goût, qui est Physiologie du goût de Brillat-Savarin, on peut y lire à propos du vin que le vin est une liqueur qui se fait avec le fruit de la vigne. Alors le caractère très sommaire de cette définition a valu en son temps d'être la cible, a valu à Brillat-Savarin d'être la cible d'une violente diatribe de Charles Baudelaire en préambule de son ouvrage Les paradis artificiels. Et effectivement, on peut rejoindre Baudelaire sur le fait que cette définition bien trop courte du vin ne traduit pas toute l'émotion, le plaisir, les subtilités, les nuances que le vin est capable d'apporter. Alors effectivement, la qualité d'un vin repose sur la typicité aromatique et de nombreux travaux ont conduit à l'identification des marqueurs permettant de mieux comprendre ce qui faisait, d'un point de vue aromatique, l'identité des vins, mais également sur les équilibres gustatifs. Alors cette notion d'équilibre que Ronan a présentée de façon complète précédemment, elles ont été définies dans les vins par Émile Pénaud comme s'articulant entre les saveurs acides et moelleuses dans les vins blancs et les saveurs acides, moelleuses et amères dans les vins rouges. L'amertume étant plutôt redoutée dans les vins blancs puisqu'elle s'accompagne souvent d'un vieillissement prématuré et de phénomènes oxydatifs. Alors, justement, on a dans cette définition des équilibres une part moelleuse qui s'explique bien dans les vins dits doux ou dans les vins demi-secs par la présence de sucre résiduel, de glucose et de fructose qui contribuent à des teneurs au-delà de leur seuil de détection à cette saveur moelleuse. En revanche, elle est également présente dans les vins secs et on parle alors de sucrosité. Sucrosité, c'est un néologisme qui traduit l'aptitude d'un vin à procurer une sensation sucrée, évoquant le sucre, alors même qu'il n'y en a pas. Ça concerne la plupart des grands vins, blancs ou rouges, et c'est particulièrement présent dans les commentaires de dégustation des professionnels du vin, où on voit un certain nombre de termes appartenant au champ lexical de la douceur, de la sucrosité, y compris dans des vins qui ne contiennent pas du glucose et du fructose à des teneurs suffisamment élevées pour avoir une incidence sensorielle. Et c'est également le garant du plaisir des consommateurs. Nous sommes tous des nourrissons qui ont un petit peu vieilli, mais on garde cet attrait pour le goût sucré qui a été illustré par les clichés de Ronan tout à l'heure. Alors cette sucrosité, c'est un sujet de recherche au laboratoire depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années. Moi, j'ai fait ma thèse sur ce sujet sous la direction du professeur Denis Dubourdieu qui m'avait confié ce travail. Et depuis, nous avons continué à travailler sur ces thématiques de la sucrosité pour essayer de façon générale d'identifier des déterminants du goût du vin et plus particulièrement des déterminants de la sucrosité des vins secs. Donc là, je vais vous parler ce matin uniquement de la sucrosité des vins secs. Alors, on peut se poser la question du goût du vin et de son origine. Vous savez, un certain nombre, parce que finalement, ça permet de répondre à la question de l'origine des composés qui peuvent avoir un goût sucré dans les vins secs. Donc, ces composés pourraient venir du raisin, avec un effet des cépages, du terroir, un effet des fermentations et des composés qui pourraient être libérés, soit par le métabolisme des levures ou des bactéries, soit par leur dégradation dans le vin. Des composés qui pourraient être apportés par l'élevage. On connaît l'impact de l'élevage sur l'aromatique des vins, sur la perception d'amertume. En tout cas, on a quelques a priori parfois là-dessus autour de la contribution de certains constituants comme les élagitanins. Et le goût du vin, évidemment, peut évoluer au cours du vieillissement en bouteille. Un phénomène qui est particulièrement marqué, et pour lequel on n'a pas de réponse aujourd'hui, c'est ce que l'on observe dans les vins liquoreux qui, avec le vieillissement, mangent leur sucre, comme le veut l'expression consacrée, alors qu'au niveau analytique, on voit que les teneurs en sucre sont les mêmes. Donc, vraisemblablement, il y a quelque chose qui module la perception sucrée. Alors, jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés aux trois premiers éléments du vin. Le vieillissement et justement l'effet que je viens de décrire sur les vins liquoreux est quelque chose qui va certainement être étudié dans le cadre d'une thèse qui commence au laboratoire. Mais aujourd'hui, donc, avec Delphine, on va vous faire un petit résumé d'une synthèse des travaux qui ont été menés depuis 15 ans au laboratoire pour essayer de mieux comprendre l'origine de la sucrosité. Alors, la première chose que l'on a observée, le premier travail qui avait été conduit dans le cadre de ma thèse, c'était d'essayer d'expliquer certains phénomènes que l'on pouvait observer
Et notamment, on est parti d'observations empiriques, un gain de sucrosité au cours de l'élevage sur lit des vins blancs et au cours de la cuvaison des vins rouges. Donc, on observe dans les chais que les vins, pendant cette période, s'arrondissent, deviennent plus moelleux. Ce qui a pu soulever l'hypothèse d'une contribution des lits de levure, puisque l'eurotolyse se déroule pour les vins blancs pendant l'élevage sur lit, pour les vins rouges pendant la cuvaison, la macération post-fermentaire. Donc, on a voulu voir s'il y avait un impact. Et la première chose que l'on a fait, c'est donc de vérifier au laboratoire en ayant des levures qui étaient cultivées sur un milieu de culture et qui étaient rajoutées dans un vin rouge sec. Donc, les levures n'avaient pas de possibilité de se développer dans ce vin rouge à différentes concentrations. Et on a favorisé l'autolyse de ces levures en se plaçant dans les conditions d'une macération post-fermentaire pendant une dizaine de jours à 30 degrés. À l'issue de cette phase, il y a eu une analyse sensorielle avec un test de classement entre les différentes modalités. Et ce qui en résultait, c'est que la sucrosité augmentait entre ces différentes modalités, donc augmentait avec l'autolyse des levures, alors même que la teneur en sucre était toujours nettement inférieure au seuil de détection. Donc, ce n'était pas un phénomène qui était lié au sucre. Pour essayer de l'interpréter, on s'est basé sur des travaux qui avaient été menés en collaboration avec Biolafort par le docteur Virginie Moine, qui avait conduit, à partir d'un extrait de levure, à isoler une fraction sucrée qui contenait des peptides issus d'une protéine. Cette protéine de la levure s'appelle HSP12. Donc, étant donné que d'un côté, on a montré qu'il y avait un rôle édulcorant de l'autolyse des levures et que de l'autre, dans un extrait de levure, on observe des peptides issus de la protéine HSP12 dans un extrait sucrant, on s'est posé la question, est-ce que finalement, ce serait la protéine HSP12 qui jouerait ce rôle édulcorant, en tout cas en partie, dans l'autolyse des levures. Pour cela, on a amené un travail en collaboration avec un collègue, Philippe Marulot, à l'ISVV, qui est chercheur en biologie moléculaire et qui a construit, à partir d'une souche de levure énologique, une souche qui était mutante, c'est-à-dire qu'on a retiré le gène codant pour HSP12. Si vous voulez, vous avez deux souches de levure qui sont strictement identiques, avec un point de différence, c'est que l'une produit de la protéine HSP12, tandis que l'autre n'en produit pas. Et donc, on a mis ces deux souches à autolyser dans les mêmes conditions que précédemment. Donc, on a obtenu deux vins qui ont été comparés en dégustation triangulaire et il en résultait qu'il y avait des différences significatives. Et ensuite, un profil a permis de montrer qu'il y avait une saveur sucrée plus intense dans la modalité qui contenait la souche sauvage, c'est-à-dire qui était capable de produire HSP12. Ainsi, on a pu démontrer, en couplant biologie moléculaire et analyse sensorielle, que la protéine HSP12 jouait un rôle dans le gain de sucrosité et que quand il y avait de l'HSP12, les vins semblaient plus sucrés que quand il n'y avait pas. Alors, ça ouvre la porte à des applications énologiques qui ont été faites par la suite, et notamment l'effet de la souche de levure. On connaît bien l'effet de la souche de levure, l'arôme, et notamment sur la transformation de précurseurs d'arômes, sur la synthèse d'arômes fermentaires, mais sa contribution au goût du vin avait été moins clairement établie. Et grâce à ces travaux, on a pu montrer que d'une souche à une autre, il y avait des variations au niveau de l'expression du gène HSP12 et en conséquence des variations au niveau de la perception de la saveur sucrée. C'est-à-dire que la souche de levure peut moduler la perception de la saveur sucrée. Alors, c'est sur ces aspects liés aux levures, je pense que Bastien Nazaris, en fin de matinée, reviendra notamment sur différentes applications, comme dans le cadre de produits de collage, par exemple. Donc, on a pu étudier différents paramètres environnementaux également qui pouvaient avoir une influence sur l'expression d'HSP12 en lien avec la conduite de la fermentation alcoolique. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un rôle d'HSP12. Ce que l'on sait également, c'est que ce n'est pas HSP12 directement, mais que c'est vraisemblablement des peptides qui en sont issus. En revanche, ce qu'on ignore, c'est quels sont les peptides précisément d'HSP12 qui vont avoir un rôle sucrant. Et c'est quelque chose qui est actuellement en cours d'étude. Et de fait, quels sont les paramètres post-fermentaires qui peuvent avoir une incidence sur ces composés. Alors, la protéine a été purifiée, elle a été quantifiée dans les vins. Donc ça, c'était la thèse d'Antoine Léger, qui a été soutenue il y a 2 ans, qui a permis de montrer que ce n'était pas HSP12 qui était responsable directement de ce goût sucré, mais qu'il y avait des variations d'une souche à une autre. Actuellement, dans le cadre de la thèse de Marie Lescamps, qui sera soutenue en fin d'année,
qui travaille sur la macération post-fermentaire. Je vais y venir dans quelques instants. Marie vient d'identifier un composé qui provient de la levure et qui a un caractère sucrant. Elle pourra vous en parler dans une prochaine communication. Alors revenons justement à cette étape clé de la macération post-fermentaire dont on a vu l'importance de la contribution des levures au goût sucré. Cette étape de macération post-fermentaire qui est tout à fait classique dans la vinification des vins rouges, qui est décrite depuis longtemps à Bordeaux, en Bourgogne, dans d'autres régions, qui finalement est la phase qui succède à la fermentation alcoolique et qui précède l'écoulage. Donc la durée, les modalités vont varier. Ça peut être quelques jours, on peut écouler quasiment à la fin de la fermentation alcoolique. On peut écouler après une semaine, 10 jours, 15 jours, en gardant le vin pendant cette durée à une température que l'on choisit. Et on peut, et c'est notamment ce qui est pratiqué à Bordeaux de façon assez traditionnelle, augmenter la température entre la fin de la fermentation alcoolique et pour la macération post-fermentaire. C'est-à-dire fermenter à une température raisonnable de 25-26 degrés pour éviter des difficultés fermentaires, mais ensuite augmenter une fois que l'ensemble des sucres ont été transformés en alcool, passer à une température de 30 degrés. Donc, on observe, comme je le disais, généralement, on a le sentiment qu'il y a un gain de sucrosité, mais sans certitude. Donc, on a voulu le mesurer précisément, et là, dans des conditions pratiques, c'est-à-dire que pour différentes cuves de Merlot, de Cabernet Sauvignon, on a réalisé une macération post-fermentaire, mais avec deux modalités. Une modalité qui a été c'était des cuves de grand volume avec des barriques qui ont été prélevées juste à l'achèvement de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cuvé, et des barriques qui ont cuvé, qui ont été écoulées au moment où la cuve dans l'ensemble a été écoulée, donc qui elle avait cuvé. Et la malo a été faite sur ces deux modalités. Donc si finalement on a le vin tel qu'il était, c'est-à-dire celui issu de la macération post-fermentaire, et le vin tel qu'il aurait été s'il avait été écoulé plus tôt, s'il n'avait pas subi cette phase. Alors, les deux modalités ont pu être comparées, là aussi, avec une épreuve de notation. Et ce qu'il en ressort, c'est une différence significative de sucrosité entre les modalités FA et MPF. La modalité ayant subi la cuvaison présentant davantage de sucrosité que celle qui ne l'a pas subie. Ça, c'était finalement, on vient ici établir quelque chose qui était pressenti par les vinificateurs, qui est observé de façon récurrente, c'est d'avoir un effet de la cuvaison sur la perception de sucrosité. Là, on l'établit et on le clarifie. Mais c'est quelque chose qu'on a voulu comprendre. On a voulu savoir qu'est-ce qui était à l'origine de cela. Alors évidemment, on a une piste parce que les travaux précédents avaient montré l'autolyse des levures. Et effectivement, lorsque le vin subit une macération post-fermentaire, il y a deux phénomènes. D'une part, l'autolyse des levures et leur dégradation avec libération dans le milieu d'un certain nombre de constituants. Donc, vous savez, le rôle des manoprotéines avec un rôle de stabilisant vis-à-vis de la précipitation tartrique, mais on a démontré l'effet de certains constituants, notamment issus de HSP12, sur le goût. Donc, on a à la fois une autolyse des levures et un contact avec les parties solides du raisin. Parties solides du raisin, pellicule, pépins, voire rafle dans certains types de vinification. Donc, notre modalité FA n'a subi ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni contact avec les parties solides du raisin, ni autolyse des levures. À l'inverse, on avait une modalité, la modalité MPF, qui, elle, avait subi à la fois l'autolyse des levures et le contact avec les parties solides du raisin. Donc, on a vu qu'il y avait un effet macération post-fermentaire entre les deux, là, ce que je viens de vous montrer entre FA et MPF. Précédemment, on avait vu qu'il y avait un effet levure et on a voulu voir s'il y avait un effet raisin. Donc, pour cela, on a constitué une troisième modalité de façon assez simple, c'est-à-dire qu'on a pris la modalité FA et on a rajouté des levures qui ont été autorisées. Levures de même souche que celles qui avaient été utilisées pour la fermentation et dans des conditions identiques à celles de la cuvaison. Donc, on a eu une macération post-fermentaire, mais sans contact, si vous voulez. Donc, on avait une troisième, sans contact avec les parties solides. Donc, une troisième modalité intermédiaire, cette modalité FA plus L, qui nous a permis, dans la comparaison avec la modalité MPF, nous permet d'évaluer l'effet raisin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de différence significative, ça veut dire que le gain de sucrosité est dû uniquement à la partie levure. Si on observe une différence significative, c'est qu'il y a un effet conjoint
de ces deux phénomènes. Alors justement, la dégustation a révélé des différences significatives et donc un effet du contact avec les parties solides du raisin. Donc pour résumer, on peut gagner en sucrosité pendant la macération post-fermentaire pour deux raisons. D'une part, l'autolyse des levures avec libération de peptides issus de HSP12 et d'autre part, une contribution des composés solides du raisin qu'on a cherché à préciser. Donc ça a été réalisé dans le cadre de la thèse de Blandine Crétin, l'ensemble de l'expérimentation que je viens de décrire et les travaux qui ont suivi. Alors, pour rechercher les composés qui pouvaient être présents dans les parties solides du raisin et qui pouvaient avoir un goût sucré, on s'est inspiré, autre que les sucres bien sûr, on s'est inspiré d'un extrait du livre Les vins et les jours d'Émile Pénaud, qui décrivait une expérimentation assez simple qui constituait à faire des fermentations, faire des vinifications à partir des différentes parties du raisin, c'est-à-dire à partir du mou seul, de la pulpe, à partir du mou et des pellicules, et à partir du mou, des pellicules et des pépins. Et voici sa conclusion. Le mou seul aboutit à un faux vin blanc, gris ou rosé, lourd, nécessitant une acidification. Le vin qui est infusé avec le seul pot est coloré, il se goûte souple mais plat, mais comme incomplet. Les pellicules cédant rapidement leur contenu, une cuvaison prolongée n'améliore pas ce vin. Enfin, le vin qui est obtenu avec les pellicules et les pépins est le plus équilibré. Moelleux et velouté, il gagne à cuver. Et donc cette observation nous a interpellés parce que Pénaud semblait suggérer le fait que la présence des pépins, d'une part, entraînait une amélioration à la cuvaison, ce qui était cohérent avec ce qu'on avait observé, mais également semblait apporter de la douceur et semblait apporter une forme de sucrosité. Et ça rejoint en ce sens des observations qui avaient été faites il y a bien longtemps dans un ouvrage de traité de vinification qui avait été écrit par M. Pacotet en 1924 et qui avait fait la même expérimentation, qui était arrivé à la même conclusion. Donc on a voulu la refaire, mais avec un traitement plus moderne au niveau de l'analyse sensorielle. Donc pour cela, on a pris des raisins de Merlot, de Cabernet Sauvignon, qui ont été vinifiés séparément, avec à chaque fois une modalité témoin, une modalité épépinée, donc pour lequel on a retiré les pépins. On a obtenu des vins de goutte, des vins de presse qui ont été dégustés avec des analyses chimiques. Les analyses chimiques fondamentales n'avaient pas montré de différence significative entre les deux modalités épépinées ou témoins, y compris au niveau de l'IPT d'ailleurs, et une dégustation a pu être réalisée. La dégustation triangulaire, déjà, a montré des différences significatives, que ce soit pour Merlot, pour Cabernet Sauvignon, pour les gouttes comme pour les presses, il y avait des écarts de perception selon que les vins avaient été vinifiés en présence ou en absence des pépins. Pour caractériser ces différences, notamment en ce qui concerne la sucrosité, on a refait une épreuve de notation et on a également obtenu des différences de sucrosité significatives. C'est-à-dire qu'avec les pépins, la sucrosité était plus importante. Donc on rejoint en ce sens les observations de Pénaud, de Pacotet, même si elles ne sont pas forcément très intuitives. Donc Blandine, dans le cadre de après avoir démontré que les pépins contribuaient à la saveur sucrée, a cherché à préciser l'origine moléculaire de ce phénomène. Dans les démarches, les travaux qui sont construits depuis 15 ans au laboratoire ici à l'ISVV, il y a en permanence cet aller-retour entre des observations empiriques, une interprétation moléculaire et des applications énologiques. Et c'est ce qu'elle a cherché à faire là au niveau de l'interprétation moléculaire. Donc elle a utilisé à la fois des macérats de pépins, mais aussi des vins qui avaient subi une macération post-fermentaire pour chercher à identifier des constituants, des composés qui auraient pu avoir un rôle sur la sucrosité. Pour cela, elle a mis en place une méthodologie que Delphine décrira davantage tout à l'heure, qui a été développée au laboratoire, qui consiste à coupler des techniques séparatives, donc des techniques de phytochimie qui sont utilisées pour l'étude des plantes et des substances naturelles de façon générale, avec de l'analyse sensorielle, et notamment de la dégustation. On s'est inspiré de ce que font les aromaticiens en couplant de la chromatogaz avec de l'olfactométrie, sauf que là, c'était adapté aux composés du goût, c'est-à-dire des composés non volatiles. Donc, on a utilisé des techniques de séparation des composés non volatiles, la chromatographie de partage centrifuge, etc. Delphine reviendra là-dessus, et qu'on a couplé avec de la dégustation. Et une élucidation structurale en collaboration avec des collègues de l'ISVV qui a permis après, alors là c'est un peu injuste pour le travail de Blandine parce qu'elle a mis plusieurs mois de travail intense pour purifier les composés et les identifier. Je vous les résume en une slide. Elle a pu mettre à jour deux constituants du raisin
l'épidépéagé et la stilbine, qui sont des constituants. La stilbine avait déjà été identifiée dans les raisins, dans les vins. En revanche, son goût n'avait jamais été décrit. Et l'épidépéagé, lui, n'avait jamais été mis en évidence dans le vin. Et on voit que ces constituants, Blandine a pu les doser. Elle a vu des concentrations qui étaient très variables d'un vin à un autre, de l'ordre du milligramme par litre, voire de la dizaine de milligrammes par litre, et des variations assez importantes d'un vin à un autre. Donc, elle a pu démontrer que dans le raisin, il y avait des composés avec une saveur sucrée, puisque l'épidépéagé et la stilbine présentent tous les deux une saveur sucrée, que ces composés pouvaient avoir un impact, puisqu'elle les a observés à des concentrations qui, lorsqu'on les ajoute dans une matrice hydroalcoolique, entraînent une différence de sucrosité. C'est-à-dire que ces composés sont des composés d'impact. Il ne suffit pas qu'ils soient sucrés, encore faut-il qu'ils soient présents à une teneur qui soit suffisante pour entraîner une augmentation significative de la sucrosité. Donc, dans la compréhension à ce stade, dans la compréhension de la saveur sucrée des vins secs, on peut dire qu'il y a une contribution des levures avec des peptides issus de HSP12, plus récemment un autre type de constituant qui est issu de la levure et qui a un impact sur la sucrosité, mais également des composés du raisin. Ce qui peut expliquer d'ailleurs, ce qui ouvre la porte à des différences d'un cépage à un autre qu'on observe fréquemment, des différences entre les terroirs et qui peuvent être observées à techniques de vinification ou d'élevage identiques. Alors, on a fait quelques applications œnologiques, là je vous en présente certaines, d'autres sont en cours de publication, et notamment parce qu'en regardant l'origine de ces constituants, Blandine a vu que l'un des deux, la stilbine, était présent à des teneurs importantes dans la rafle, c'est-à-dire la rafle semblait contenir beaucoup d'astilbine et pas beaucoup d'épidépéagé, qui est plus surtout présent dans les pellicules et dans les pépins, mais la stilbine, elle, était en grande partie présente dans les rafles, mais aussi dans les pellicules et les pépins. Et donc, on a fait une expérimentation sur du pinot noir en Bourgogne, dans une propriété qui a fait à partir des mêmes raisins une partie en vendange éraflée, une partie en vendange entière. Ce que l'on observe au niveau analytique, c'est que la vendange entière entraîne une augmentation significative de la teneur en astilbine. Ça a été observé dans le cadre de cette expérimentation. On en a fait un bon nombre et systématiquement, on voit qu'il y a une augmentation d'astilbine avec la présence de la rafle. Au niveau de l'analyse sensorielle, d'ailleurs, cette expérimentation avait montré une sucrosité plus importante dans le vin en vendange entière. Alors, il faut quand même être prudent sur ce point et je modère mes propos. On a tendance à avoir actuellement un regain d'intérêt autour de la rafle. On lui prête de nombreuses propriétés. Attention tout de même, il faut être mesuré dans l'utilisation de la rafle. Il y a un risque, si la rafle est trop abondante ou si elle n'est pas suffisamment mûre en fonction des cépages, parce qu'elle apporte de l'amertume, de l'astringence, et donc dans le contexte des équilibres qui ont été décrits par Ronan précédemment, la rafle peut diminuer la perception de sucrosité si elle est mal utilisée ou à mauvais escient. Donc ce n'est pas un plaidoyer pour l'utilisation systématique de la rafle, mais par contre son intérêt pour certains cépages, je pense que le pinot noir en fait partie, le gamay éventuellement, et une utilisation modérée, mais attention à ces propriétés qui sont parfois un peu exagérées, comme on a pu le voir dans certaines communications. Une autre application œnologique et une autre application pratique, c'est on a voulu voir quel était l'effet de l'extraction, de l'intensité de l'extraction lors de la vinification, donc les remontages pendant la phase fermentaire cette fois-ci, avec deux itinéraires de vinification pour des raisins qui avaient été séparés entre deux cuves, ce qu'on peut appeler une extraction forte et une extraction douce. En fait, la différence entre les deux, c'est que les volumes de remontage sont doublés. Dans un cas, l'extraction douce, les volumes de remontage sont au maximum 2/3 de volume par jour, tandis que à la phase essentiellement jusqu'à 1040 de densité, tandis que dans l'autre modalité, l'extraction forte, on allait jusqu'à 4/3 par jour. Et on a dosé, ça a été fait à Pauillac, sur des cuves de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Et donc, on a dosé les composés que l'on a observés et on a vu que, de façon assez surprenante, il y avait une différence significative, en particulier pour les PDPAG, qui étaient présents à des concentrations plus importantes dans le cadre d'une cuve qui avait été moins extraite.
Alors, ce qui peut sembler étonnant parce que c'est un constituant du raisin, des parties solides du raisin, qui est présent majoritairement dans les pellicules. Et plus on lessive le chapeau, c'est-à-dire qu'on s'attendrait à avoir davantage d'extraction d'épidépéagés, et alors que, étrangement, on voit des teneurs qui sont plus faibles lorsqu'on extrait davantage. Et ça peut trouver des explications. Et là, c'est au stade d'hypothèse il faudrait les vérifier. On peut par exemple avancer le fait qu'à force de lessiver le chapeau, on finisse par refixer, c'est connu pour certains constituants, notamment des anthocyanes, on finisse par refixer de l'épidépéagé, qui est une extraction plutôt rapide d'ailleurs, après les parties solides, et donc on en perd une partie, ou alors qu'en extrayant davantage, on extrait d'autres constituants qui puissent interagir avec l'épidépéagé et qui diminuent la teneur. Dans tous les cas, cela montre qu'en extrayant moins, on va favoriser la présence de ces constituants et donc un caractère sucrant plus marqué. Donc ça, c'est à ce stade des connaissances sur les constituants du raisin. Là, j'ai présenté les résultats de la thèse de Blandine Crétin et ce qui a pu suivre. Comme je le disais, actuellement, Marie Le Scanf est une thèse qui est financée par la chaire Denis Dubourdieu, la Fondation de l'Université de Bordeaux, et qui vise à identifier d'autres constituants qui sont modifiés au cours de la macération post-fermentaire, donc des constituants du raisin et des constituants de la levure. Et Marie soutiendra sa thèse en fin d'année, donc je pense que vous pourrez avoir connaissance des résultats qui sont prometteurs et j'espère qu'ils vont continuer à s'emmagasiner. Alors, avant de passer la parole à Delphine, je voudrais parler un petit peu de l'astilbine, parce que ça ouvre une voie qui est celle du vieillissement, que j'ai évoquée précédemment, puisque l'astilbine, en réalité, existe sous forme de différents isomères. Donc l'astilbine est celle qui est présente dans le raisin. Les autres isomères sont très minoritaires. On voit la conversion d'un isomère vers un autre, donc avec une possibilité d'isomérisation. Donc ça, c'est un travail qui a été fait dans le cadre postdoctorat de Cynthia Fayad et avec le concours de Marie Le Scanf. Donc on a pu identifier pour la première fois les isomères de l'astilbine qui n'avaient jamais été observés dans le vin. On a pu déterminer leurs propriétés sensorielles avec une petite étude structure-activité. On voit des différences de sucrosité. L'ensemble de ces constituants sont amers par ajout dans un vin. En fait, on a regardé comment est-ce qu'ils pouvaient modifier les propriétés sensorielles du vin, avec une sucrosité importante pour la néoastilbine notamment, qui était le constituant le plus sucrant de ce que l'on a pu observer jusqu'à présent, lorsqu'on l'ajoute. Et une diminution de la saveur acide. Donc là, pour faire écho à ce qu'évoquait Ronan tout à l'heure, des effets d'équilibre, lorsqu'on augmente la sucrosité, on peut diminuer la perception de l'acidité, alors même que sa valeur analytique reste la même. On a pu étudier l'influence de la stéréochimie. On a quantifié ces composés dans différents vins, dans un bon nombre de vins rouges commerciaux. On voit que l'isomère majoritaire, c'est l'astilbine, c'est lui qui reste dominant, avec des teneurs variables en néoastilbine, en néoiso et en isoastilbine, mais de l'ordre du milligramme par litre. Donc là, vraisemblablement, un concours de ces molécules à l'équilibre gustatif des vins. On observe en fonction des régions, en fonction des cépages, des valeurs qui sont assez différentes. Et notamment, l'astilbine, on voit que sa teneur est particulièrement élevée dans des vins rouges de Bourgogne et du Beaujolais, et plus particulièrement dans des vins de Pinot Noir et de Gamay. Ces cépages semblent contenir des teneurs élevées en astilbine, et ça, c'est ce qui résulte de ce travail publié l'an dernier. Si on regarde, on avait eu la chance d'analyser une verticale sur un siècle d'un cru de Bourgogne, et on a pu voir dans ce cru des variations des teneurs en acide. Alors, il faut toujours être prudent quand on analyse beaucoup de millésimes. Ce n'est pas une étude cinétique, il peut y avoir d'autres paramètres qui ont une incidence sur la teneur en ces composés. Mais ce que l'on voit, c'est que dans les vieux millésimes, on a des teneurs qui sont une tendance à avoir un peu moins d'acetylbine que dans les millésimes récents. Par contre, dans les vieux millésimes, on voit que la néoastilbine, ici, est présente à des concentrations plus importantes, avec une tendance à l'augmentation. Donc, on peut imaginer qu'avec le temps, il y ait une isomérisation d'un point de vue thermodynamique, la néoastilbine étant plus stable, donc plus favorisée que l'astilbine. Donc, on a cette tendance qui pourrait expliquer en partie le fait que les vins vont avoir leur équilibre gustatif qui se modifie en vieillissant. Certains vieux vins présentant un moelleux, une suavité, une douceur assez remarquable et qui nous enchantent.
Alors, je vais passer la parole à Delphine Vinstel pour la suite de cette présentation qui va concerner les travaux qui ont été menés sur le bois. Mais juste un petit, pour faire écho à ce que disait Ronan, effectivement, on a travaillé sur, ça c'était au tout début de ma thèse, et je n'ai pas voulu représenter ces travaux sur le glycérol et l'éthanol, et la contribution de l'éthanol et du glycérol. Donc, on s'est limité au contexte des vins secs, avec des teneurs en glycérol qui sont bien plus faibles que dans les vins moelleux, mais pour lesquels il y a d'autres constituants pour expliquer le goût sucrant. Donc peut-être qu'il y a des effets justement d'additivité entre le glycérol et le sucre dans les vins liquoreux, mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié. Par contre, ce que l'on a vu, nous, dans différentes matrices, quand on modifiait la teneur en glycérol en allant à peu près de 4 à 10 grammes par litre, on n'avait pas d'écart au niveau de la sucrosité perçue. C'est-à-dire qu'à ces teneurs-là, le glycérol ne semblait pas jouer de rôle sur le caractère sucrant. On a fait la même chose sur l'éthanol, toujours dans le contexte des vins secs, avec des écarts d'éthanol allant entre 12 et 14%. Lorsqu'on rajoute de l'éthanol, on n'a pas de modification du caractère sucrant non plus. En tout cas, pas de modification significative. Alors, souvent, on observe dans les vins fortement alcoolisés une sucrosité importante. Et là, il y a peut-être un point d'explication par HSP12, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que quand il y a plus de sucre dans le raisin et quand il y a plus d'alcool dans le vin, la levure fait davantage d'HSP12. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a montré, ça fait partie des paramètres environnementaux qui ont une incidence sur la teneur en HSP12. Donc, on peut imaginer que la sucrosité importante que l'on observe dans les vins riches en alcool ne soit pas la conséquence directe de l'alcool, mais la conséquence indirecte que la richesse en sucre, puis la teneur en alcool, peut avoir sur le métabolisme de la levure, justement via les peptides issus de HSP12. Donc voilà pour cet aspect-là. Donc je laisse la parole à Delphine et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup. Je vais vous présenter maintenant les résultats qui ont été obtenus à partir du bois-de-chêne. Donc, comme vous le savez, l'élevage en barrique est une étape cruciale qui intervient dans l'élaboration de la plupart des grands vins, rouges ou blancs d'ailleurs. Et au niveau gustatif, cet élevage a également une influence sur le vin en modulant son amertume, mais également sa douceur. Mais en revanche, ces phénomènes qui sont constatés sensoriellement demeurent peu expliqués d'un point de vue moléculaire. Pour expliquer ces perceptions sensorielles, des expérimentations ont été mises en place afin d'évaluer l'influence du contenant d'élaboration sur la saveur sucrée des vins. Donc, les mêmes vins, blancs et rouges, ont été vinifiés dans différents types de contenants, en cuve inox, en barrique de plusieurs âges ou encore en cuve bois. Et la dégustation des vins qui en ont été issus a montré des différences significatives avec plus de sucrosité perçue pour les vins qui ont été élevés au contact du bois. Et notamment, pendant cette étude, on a pu voir que ce n'étaient pas les composés volatiles qui étaient à l'origine de ce phénomène, parce qu'on pourrait penser que la vanilline ou la whisky lactone, justement, qui sont des composés qui sont parfois décrits comme sucrés, pourraient apporter de la sucrosité, mais avec ajout de ces composés au vin avec port d'un pince-nez, on a pu voir que ce n'étaient pas ces composés volatiles qui étaient responsables de ce phénomène, et donc qui suggérait l'existence de composés non volatiles édulcorants dans le bois de chêne. Donc, comme précédemment, on a cherché à les identifier, à les purifier. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'Axel a développé lors de sa thèse la technique qu'on appelle de CPC gustatométrie, donc CPC pour chromatographie de partage centrifuge. Et cette technique, qui est une démarche inductive, consistait à fractionner les extraits de bois, à les goûter, à choisir les fractions les plus pertinentes et pour arriver à une purification d'un composé sucré. Donc, cette première étape, pour la première étape, ça nécessite l'extraction des composés du bois de chêne, puis le développement d'un protocole de fractionnement. Pendant sa thèse, Axel a vu que justement, il y avait une fraction qui était sucrée, mais celle-ci était un peu trop complexe d'un point de vue chimique. Son profil chromatographique était trop complexe. Donc, justement, cette CPC, chromatographie de partage centrifuge, a été utilisée. Et cette expérience a permis d'avoir 15 nouvelles fractions. Donc, ces fractions, elles ont été goûtées. Et ici, vous pouvez voir que justement, il y a différentes intensités, différents goûts en fonction des fractions.
il y avait 6 fractions sucrées qui étaient intéressantes. Et Axel s'est particulièrement intéressé à la fraction 10, qui avait été notée comme la plus intense, avec une sucrosité de 4 sur 5. Et de plus, elle avait un profil chromatographique simplifié, avec seulement 4 pics. Donc en phytochimie, c'est un peu un profil rêvé, parce que justement, c'est assez simple et c'est pratique pour purifier des composés. Donc justement, ces composés A, B, C et D que l'on a notés, ils ont été purifiés par HPLC préparative. Les composés les plus abondants, donc A et B, étaient déjà des molécules connues. Il s'agissait du lyonirésinol et du précurseur de la whisky-lactone. Mais comme je vous disais, ces composés ont déjà été identifiés dans le bois. Par contre, leur goût, eux, n'avait pas été déterminé. La dégustation a permis de révéler un caractère amer pour le lyonirésinol et le précurseur de la whisky-lactone, lui, n'avait pas de saveur. Donc à ce stade, A et B ne pouvaient pas expliquer la sucrosité perçue dans la fraction 10. Donc on s'est intéressé aux 2 autres composés, C et D, et là, la dégustation a montré que ces composés étaient sucrés et que ces composés réduisaient l'amertume des autres constituants du bois. Donc C et D, ce sont des isomères qui ont la même formule brute, C43H62O15, mais qui ont des structures différentes. Afin de les différencier et d'identifier leur structure, on a utilisé 2 techniques analytiques performantes, la spectrométrie de masse à haute résolution et la RMN, donc résonance magnétique nucléaire. Donc, les différentes analyses qu'on a faites ont permis d'identifier ces 2 composés qui sont en réalité des triterpènes, galloylés et glycosylés, et qui diffèrent notamment par la position du gallate. Ces composés, ils n'avaient jamais été identifiés dans la littérature, et on a décidé de les nommer quarkotriterpénosides ou QTT. Donc QTT1 et QTT2, respectivement, pour le composé C et D. Ainsi, le développement d'un protocole de purification a permis d'identifier une nouvelle famille de composés sapides dans le bois de chêne, les QTT, et notamment, ces composés permettent d'expliquer en partie l'augmentation de sucrosité perçue pour les vins qui ont été élevés au contact du bois. Donc, avec ces résultats intéressants, on a recherché de nouveaux triterpènes du bois. Et c'est notamment pendant le postdoctorat d'Axel Marshall et le postdoctorat du docteur Marine Gamakurta qu'une nouvelle technique de fractionnement a été utilisée. Donc, cette fois-ci, ce n'était pas guidé par le goût, mais ça a été guidé par la spectrométrie de masse à haute résolution avec un analyseur Orbitrap qui, lui, va permettre de cibler des ions caractéristiques de formules brutes qui pourraient correspondre à ces triterpènes. Donc, grâce à cette méthode, 39 triterpènes ont été identifiés, dont 23 nouvelles molécules qui appartiennent à différentes familles chimiques. Donc, ces composés, ils ont été goûtés et différentes intensités ont été obtenues. Ici, je vous présente dans le tableau justement des composés qui ont des intensités en sucrosité différentes en fonction des molécules. Et donc, ces molécules-là sont susceptibles, elles aussi, de contribuer au goût sucré des vins élevés sous bois. Pour revenir à une application un peu plus œnologique, nous avons étudié, en partenariat avec la tonnellerie Sonia-Moreau, l'incidence des différents paramètres de tonnellerie sur la composition de ces triterpènes. Donc ici, on a décidé de vous présenter l'effet de l'espèce de chêne avec des échantillons qui ont été prélevés dans 8 forêts différentes. Comme vous le savez, deux espèces de chênes européens sont utilisées pour la fabrication des barriques, le chêne sessile et le chêne pédonculé. Le chêne sessile, lui, étant plus utilisé pour l'élevage des vins et le chêne pédonculé pour l'élevage des olives. Donc, ces échantillons, ils ont été prélevés en 2 modalités. Tout d'abord, des feuilles qui ont permis une analyse génétique avec l'UMR Biogéco de l'Université de Bordeaux pour déterminer avec certitude l'espèce, puis du bois de chêne qui lui a été macéré
et pour lequel on a dosé ces 4 triterpènes que vous voyez ici, donc les 3 composés les plus sucrés, QTT1, 2 et 3, et également le glu-AB qui lui avait déjà été identifié dans le bois de chêne et qui est un composé amer. Donc le dosage de ces composés a révélé des écarts très significatifs, c'est-à-dire que le chêne sicile contient beaucoup plus de triterpènes sucrés, tandis que le chêne pédonculé, lui, contient beaucoup plus de composés amers, ce qui nous montre bien que la composition triterpénique est influencée par l'espèce. Et afin de traduire ce profil triterpénique en une valeur quantifiable, un indice triterpénique a été défini et correspond au logarithme des composés sucrés, de la somme des composés sucrés, divisé par le composé amer. Et si on regarde ce logarithme en fonction de l'espèce, on peut voir que l'IT est positif pour le chêne sicile et négatif pour le chêne pédonculé. Ainsi, la mesure de l'IT dans le bois apparaît comme la première méthode chimique permettant d'identifier l'espèce de chêne de tonnellerie. Elle a d'ailleurs donné lieu à un brevet déposé en Europe et aux États-Unis et exploité par la tonnellerie Sagamore. Donc, comme vous savez, lors de la fabrication des barriques, le bois de chêne est chauffé pour cintrer les douelles et aussi pour modifier le profil aromatique. Donc, on s'est demandé si la chauffe des douelles pouvait influencer les valeurs de l'indice triterpénique. Donc, c'est la figure que je vous propose ici. On voit les IT mesurés sur la phase chauffée et non chauffée de 5 douelles. Donc, 3 douelles appartenant au chêne sicile, 2 appartenant au chêne pédonculé. Et on voit que la chauffe ne modifie pas les valeurs d'IT d'un échantillon de bois. Par conséquent, la méthode de discrimination de l'espèce peut également être appliquée à des extraits de bois chauffés, contrairement aux analyses génétiques qui nécessitent, eux, du bois frais. Et par la suite, on s'est posé la question de savoir si, finalement, sélectionner le bois sur la base de la composition triterpénique pouvait avoir un intérêt. Une expérimentation a alors été menée dans plusieurs chais, notamment à Bordeaux. Et sur la base des résultats qu'on avait obtenus au laboratoire, 2 barriques ont été fabriquées. L'une qu'on a appelée modalité sélectionnée et l'autre modalité non sélectionnée. La modalité sélectionnée correspondant à une barrique qui est 100% de chêne sicile et la modalité non sélectionnée correspondant à un mix chêne sicile, chêne pédonculé dans les mêmes proportions qu'on pourrait retrouver dans les chais. Donc l'expérimentation consistait après à comparer le goût du vin après 3 mois d'élevage grâce à une triangulaire et on peut voir qu'il y a des effets significatifs dans quasiment tous les domaines. Après 15 mois d'élevage et mise en bouteille, ces modalités ont à nouveau été comparées et on peut voir des différences de sucrosité et de qualité du boisé significatives pour tous les domaines. C'est un peu moins clair pour l'amertume. Donc, on a vu qu'il y avait davantage de sucrosité et de qualité du boisé, notamment avec la modalité sélectionnée, donc chêne sicile. Ces résultats, ils montrent donc l'influence de l'espèce de chêne sur les propriétés sensorielles des vins et plus particulièrement les avantages gustatifs associés au chêne sicile. Et ces résultats justifient donc la sélection de l'origine botanique du bois de chêne qui est rendue possible par la méthode basée sur l'analyse du profil triterpénique du bois. Au-delà de ces éléments significatifs, de nombreuses perceptions demeurent toutefois inexpliquées d'un point de vue moléculaire, et c'est notamment le cas de la modulation de l'amertume et ou de la sucrosité des vins induite par l'influence par l'intensité de la chauffe des douelles. Empiriquement, les tonneliers et les vinificateurs observent une diminution de l'amertume et une augmentation de la sucrosité pendant la chauffe des douelles. Donc, c'était mon sujet de thèse que j'ai notamment soutenu en 2019. Et quand j'ai commencé mon sujet, on s'est dit qu'il y avait 2 hypothèses qui pouvaient répondre à ces observations. La première, ce serait que le bois non chauffé libérait plus de composés amers.
ou que le bois chauffé libérait plus de composés sucrés. De par ces observations, mon travail de thèse a été basé sur une étude comparative entre différents types de chauffe d'extrait de bois de chêne, le bois non chauffé, le bois chauffe normal et le bois chauffe forte. Les deux premières modalités correspondent au bois qui a été prélevé sur la face chauffée et non chauffée d'une même douelle. Et afin d'exacerber les mécanismes de la chauffe, la modalité chauffe forte a été réalisée. Et pour celle-ci, le bois correspond à une partie de la douelle qui n'a pas été touchée par la chauffe et qui va subir une chauffe extrême à 200 degrés pendant 4 heures. Et pour identifier les composés qui sont responsables de ces formations, on a mis en place une démarche inductive, donc faite de fractionnements successifs en étant guidé par la dégustation. Selon le même protocole que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans un premier temps, ces extraits, ils ont subi une première étape de fractionnement par extraction liquide-liquide et on a obtenu plusieurs extraits, plusieurs fractions en fonction des extraits de bois de chêne. Ces fractions, elles ont été goûtées après lyophilisation et dans une solution hydroalcoolique titrée à 12%. Et vous pouvez voir ici les résultats de cette dégustation. On voit bien qu'en fonction des fractions, il y a des goûts différents, ce qui montre qu'il y a eu un fractionnement des macérats de bois, ce qui montre l'efficacité de ces extractions. Et si on regarde un peu plus près, par exemple pour la fraction MTBE, on voit qu'en fonction de la chauffe, la sucrosité augmente. De même, avec la chauffe, l'amertume diminue. Donc, ces premières observations permettent de valider les observations empiriques des tonneliers et des vinificateurs et permettent de mettre en évidence un effet sensoriel de la chauffe. On s'est plus particulièrement intéressé à la fraction MTBE du bois chauffe forte, car elle avait été notée avec une sucrosité plus intense, donc de 4 sur 5 ici. Et après plusieurs fractionnements, donc, qui prennent du temps, comme l'a dit Axel, 2 composés ont été purifiés qui étaient présents dans ces fractions. L'alcool dihydrodéhydrodiconyphényl ou alk-DHDDC pour que ce soit plus facile, et l'HDPP seringarésinol. Ces composés, on les a goûtés et ils sont sucrés. Et il s'agit de leur première identification dans le bois de chêne et dans les vins. Ces composés, par la suite, ils ont été quantifiés dans plusieurs vins rouges et vins blancs. Et vous pouvez voir ici les teneurs moyennes mesurées en ces 2 composés pour les 2 modalités, pour les 2 matrices. Et on peut voir que les teneurs moyennes obtenues pour ces 2 composés sont 2 fois plus élevées pour les vins rouges que pour les vins blancs. Mais cette différence peut notamment s'expliquer par un vieillissement en fût plus long pour les vins rouges que pour les vins blancs. Bon, bien sûr, en fonction des vins à analyser, il y avait de fortes variations. Comme on vous le disait tout à l'heure, l'effet d'une molécule sur le goût du vin dépend de son abondance, mais également de son activité gustative. Et on s'est demandé quelle était la réelle contribution sensorielle de ces composés au goût des vins. Normalement, il aurait fallu déterminer le seuil de détection gustative de ces composés individuellement afin de préciser l'influence réelle sur le goût des vins. Néanmoins, une telle caractérisation demande des quantités importantes et malheureusement, pour les composés non volatiles, il y a rarement des standards qui sont commercialisés. Donc, on a des quantités faibles après le protocole de purification. Donc ici, on a voulu voir surtout l'impact sensoriel de ces composés en mélange sur l'équilibre gustatif des vins. Pour cela, on a réalisé une dégustation avec un panel de 22 dégustateurs. On leur a présenté 2 vins, un vin témoin qui était en réalité du vin blanc et un vin dit supplémenté qui correspond à ce vin blanc avec ajout des molécules purifiées sucrées. Pour les concentrations, on s'est basé à des concentrations au 3e quartile, c'est-à-dire des concentrations réalistes qu'on a retrouvées dans les vins.
Et la dégustation a montré qu'il n'y avait pas d'effet significatif pour les descripteurs acides et amers, à l'inverse de la sucrosité. Ainsi, l'ajout des deux composés modifie l'équilibre gustatif des vins en augmentant leur sucrosité. En conclusion de cet exposé, comme vous expliquait Axel, il vous a démontré que le rôle clé de la macération post-fermentaire, la purification de l'IPDPAG et de la stilbine provenant du raisin possèdent une saveur sucrée et sont libérées lors de la cuvaison. Et leurs teneurs sont notamment modulées par le type de vinification ou les conditions de l'extraction. Et Axel vous a également parlé de l'autolyse des levures qui augmente la sucrosité des vins par l'intermédiaire notamment de la protéine HSP12. Et l'expression de HSP12 varie en fonction de la souche de levure et des conditions fermentaires. On a également pu observer l'importance de l'élevage dans la modulation de l'équilibre gustatif. Donc, cette perception sensorielle n'est pas due aux composés volatiles, mais notamment est due aux QTT, donc quercotritérpénosides, qui sont sucrés et qui sont libérés au cours de l'élevage. Le chêne Cécile en contient davantage. Et ici, je vous ai mis la barrique de la tonnellerie Seguin-Moreau qui est appelée QTT. La chauffe des Douelles apporte elle aussi des composés sucrés, notamment l'HDDC et l'HDPPC ingarisinol. Et ces composés modifient l'équilibre gustatif des vins en augmentant leur sucrosité. En ce qui concerne l'autre versant de l'équilibre gustatif, la saveur amère, des recherches ont été menées dans notre groupe et plusieurs publications traitent de différentes familles chimiques, comme les lignanes, les triterpènes ou les coumarines. Et si ça vous intéresse, je vous invite à lire ces publications. Et enfin, comme le disait Axel, il y a une thèse qui a débuté au laboratoire sur ce sujet et qui porte sur les déterminants moléculaires de l'amertume des vins blancs secs et moelleux, donc avec des résultats et une soutenance prévue fin 2024. Donc en attendant ces résultats, nous vous remercions de votre attention. L'impact de j'y arriverai pas, HSP12 sur la sucrosité montre un effet de 5 points sur l'échelle de la sucrosité. Ça paraît énorme. Est-ce que vous avez une idée d'une équivalence en grammes par litre de sucrose? Alors non, effectivement, on n'a pas d'équivalent, on n'a pas d'idée de l'équivalence parce que pour HSP12 notamment, on n'a pas d'idée du pouvoir sucrant parce que c'est pas, comme je disais, c'est pas HSP12, mais c'est les peptides qui en sont issus qui eux n'ont pas été identifiés encore. Donc on pourra avoir cette idée-là quand je me souviens du seuil de détection qui avait été fait à l'époque dans la thèse de Anne Imbert d'un mélange de peptides qui en étaient issus et qui était de l'ordre de quelques milligrammes par litre au niveau du seuil de détection. Donc ça donne quand même un ordre en tout cas un ordre de grandeur pour le pouvoir sucrant ensuite. Et le fait qu'il y ait des gros écarts, je pense aussi parce que l'entraînement du panel a été fait dans le cadre dans un contexte de vin sec. Donc, ils ont utilisé l'échelle dans un contexte de vin sec, donc en l'utilisant assez largement. Ouais, il y a d'autres questions sur les conclusions qui sont liées aux levures sur les cépages rouges, pour savoir si elles sont applicables également sur les cépages blancs et notamment sur le Sauvignon blanc. Alors, oui, effectivement, tout dépend des conclusions. Ce qu'on observe, c'est que HSP12, c'est une protéine qui est constitutive de Saccharomyces cerevisiae, donc on l'a dans toutes les souches de Saccharomyces cerevisiae, à des concentrations variables. Donc, il y a un effet sucrant d'HSP12 qui va être, on va dire, général, y compris pour le Sauvignon blanc. Après, si vous voulez, avec HSP12, il y a deux phases. Il y a la première phase qui est la synthèse de la protéine et la deuxième phase qui va être l'extraction et surtout la libération du peptide, enfin des peptides ou du peptide, on ne sait pas encore, en phase post-fermentaire, c'est-à-dire pendant l'autolyse. Et c'est là où ça va se distinguer surtout. Je pense que la production elle va être assez similaire entre les blancs et les rouges à l'effet de la souche et de la matrice près. On a vu que notamment, et là où il y a une distinction, c'est que les souches de blanc, dans ce qu'on a pu analyser, avaient une production de HSP12 qui était modulée par la température, c'est-à-dire qu'à température à 20 degrés, on faisait plus d'HSP12 qu'à 15,
Donc alors que les souches de rouge n'étaient pas modulées par la température. Je pense que c'est aussi dans le processus de sélection, de résistance à facteur de température. Donc ça, c'est un premier écart, mais quelque part, ça veut dire que pour les blancs, on a intérêt à fermenter plutôt à 18-20 qu'à 13-15 si on veut avoir une sucrosité plus importante. Ensuite, en ce qui concerne l'autolyse, on l'a dans les deux cas, et je pense que sur les blancs, c'est de la même façon, c'est quelque chose qu'on va pouvoir étudier, mais encore une fois, on attend d'avoir les peptides, mais avec le composé que j'ai évoqué tout à l'heure, qui vient d'être identifié, on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe, et notamment au niveau de l'élevage sur lit. Ce qu'on sait, c'est que l'élevage sur lit total, sur biomasse totale, bien sûr, favorise l'ensemble des composés issus de l'autolyse. Donc vraisemblablement pour les blancs, je pense qu'on peut dire la même chose, c'est-à-dire qu'autant c'est la macération post-fermentaire qui va avoir un effet décisif pour les rouges, autant sur les blancs, c'est l'élevage sur lit total, avec éventuellement bâtonnage. Est-ce que l'influence du bâtonnage sur la sucrosité pendant l'élevage sur lit d'un vin blanc sec a été mesurée? Non, il n'a pas été mesuré. En tout cas, l'influence sur les marqueurs, pour la raison que j'ai évoquée, n'a pas été mesurée. C'est quelque chose que l'on va faire prochainement, pas pour HSP12, mais pour d'autres. En revanche, là où il y a un effet du bâtonnage, c'est sur l'autolyse des levures et donc sur la libération. On le sait par exemple sur les manoprotéines et sur un certain nombre de constituants de la levure libérés pendant l'autolyse. On sait qu'il y a un effet du bâtonnage, donc on peut imaginer que le bâtonnage accélérant l'autolyse, la favorisant, que ça puisse avoir un effet sur les constituants sucrés. Mais à ce stade, ça reste une hypothèse qui mérite d'être vérifiée. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un effet sensoriel, et ça qui est observé. Il y avait une question pour savoir, alors du coup, quels étaient les polysaccharides du raisin hors glucane apportant de la sucrosité dans le mou, puis dans les vins. Donc là, on parle des polysaccharides du raisin. Et la question à tiroir, c'est quels sont les paramètres culturaux à la vigne qui peuvent favoriser leur présence? Alors là, je vais avoir un peu de mal à répondre à cette question parce qu'on n'a pas travaillé sur les polysaccharides. On n'a pas travaillé sur les polysaccharides parce que des collègues australiens avaient montré qu'ils n'avaient pas d'effet sur la sucrosité. C'est une étude de Jones, je crois, de 2008, me semble-t-il, qui avait montré que les polysaccharides, contrairement à ça relève un peu de la pensée magique parce que les polysaccharides, c'est des polymères de sucre. Donc on se dit, à partir de c'est plusieurs sucres ensemble, donc ça doit être très sucré. Sauf que il n'y a aucune étude qui a montré que les polysaccharides n'avaient eux-mêmes un effet direct. Et on confond souvent polysaccharides et macromolécules de levure, notamment les protéines, en l'occurrence, qui, elles, peuvent avoir un impact. En ce qui concerne les polysaccharides du raisin, il n'y a rien qui ait pu montrer qu'ils puissent avoir un quelconque concours à la sucrosité jusqu'à présent. J'exclus pas le fait qu'ils en aient un, mais je ne peux pas répondre lesquels, puisque pour l'instant, rien n'a été démontré dans ce sens. Concernant la stibylline, donc vous disiez que les teneurs étaient élevées sur certains cépages comme le gamay et le pinot noir. Est-ce que ces teneurs ont aussi été mesurées sur d'autres cépages? Alors, des teneurs aussi élevées que ce qu'on a pu observer sur le pinot, non, c'est pas quelque chose qu'on a pu. Je pense que c'est le pinot qui est notre champion, talonné de près par le gamay, mais on n'a pas fait une étude exclusive jusqu'à présent. Ce qu'on a pu observer sur la syrah, le grenache sont des teneurs qui sont moindres, mais notamment au niveau de cépages autochtones d'autres pays. On avait regardé du Nebbiolo et du Sangiovese. On avait des teneurs, je crois, qui étaient inférieures, en tout cas dans des vins issus qui contiennent du Nebbiolo et du Sangiovese. On n'avait pas de teneur particulièrement élevée. Jusqu'à présent, c'est vraiment le Pinot Noir et le Gamay qui en comptent le plus. De la même façon, on n'a pas vraiment d'idée de la variation interindividuelle et notamment de l'effet du clone sur la teneur de ces constituants. Et justement, une question, est-ce que cette teneur varie aussi en fonction de la maturité? Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a regardé avec des récoltes à différents stades de maturité. La variation n'était pas très claire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une augmentation avec la maturité. C'est-à-dire que, en fait, c'était des raisins qui étaient ramassés à 3 dates, la date de maturité prévue pour la vendange, ensuite une semaine avant, une semaine après. Ce qu'on observait, c'est qu'il y avait une augmentation entre le premier point et le deuxième, qui était systématique. Par contre, entre le deuxième et le troisième, ça ne fonctionnait pas à tous les coups. C'est-à-dire que parfois, ça stagnait, parfois, ça diminuait, parfois, ça augmentait un peu. Mais globalement, on peut voir que le sentiment que j'ai, c'est que ça augmente au cours de la maturation, ça atteint un palier. Et
Et au-delà, ça va dépendre de l'état physiologique du raisin et ça va être plus difficile à décrire. D'accord. Merci. Alors, de mon côté, je n'ai pas d'autres questions. Moi, juste, j'ai vu qu'il y avait une question qui m'était destinée, en tout cas une réaction dans la partie QR à laquelle je voudrais répondre. Monsieur qui dit qu'il ne partage pas du tout l'idée que les amers dans les vins blancs amènent une oxydation, un vieillissement plus précoce des vins sur les sauvignons, en tout cas de légers amers en vin nouveau, augure de toute autre chose. Alors, j'entends, hein, et je pense qu'il y a généralement autant d'opinions que de vinificateurs. Là, en l'occurrence, je me faisais simplement le porte-parole des propos d'Émile Pénaud, à qui je ne pourrais hélas pas transmettre le désaccord de l'intervenant, mais puisque je traduisais l'équilibre gustatif tel qu'il l'avait publié. Pour rester au niveau factuel, ce que l'on sait, on peut aimer de l'amertume dans les vins, on a le droit de tout aimer, hein, ça ne te dit pas. Ce que l'on sait, c'est que la présence de l'amertume, souvent liée à une composante phénolique importante, comme l'a montré la WRI dans une étude qui avait été publiée il y a quelques années en Australie, et on sait par ailleurs que la composante phénolique va entraîner une des réactions avec certains constituants comme le glutathion, qui sont des composés soufrés, des antioxydants naturels. Donc, effectivement, la présence accrue de composés phénoliques qui entraîne et qui est souvent à l'origine d'une augmentation de l'amertume, va entraîner une baisse de glutathion, donc un plus faible potentiel de garde. Ça reste factuel. Après, tout dépend. Je ne vais pas faire un sketch sur le bon et le mauvais amer. Ça va dépendre de la perception de chacun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est très tendance de mettre en avant les beaux amers. C'est peut-être par rapport à ce que disait Ronan, une façon de dire qu'on s'éloigne du nouveau-né et une affirmation de sa maturité. Mais je pense que l'amertume reste une saveur qui est très diverse, qui est très difficilement décryptable et surtout pour laquelle on ne connaît pas grand-chose. C'est pour cette raison qu'on a commencé un travail de thèse justement pour essayer de faire la distinction entre une amertume qui pourrait être bénéfique à un équilibre général, sachant que évidemment ça reste très personnel, et une amertume qui pourrait être à l'origine d'une évolution prématurée. Donc, pour répondre à cette remarque qui m'était destinée indirectement, je n'ai pas de propos trop affirmatifs là-dessus. En tout cas, on se pose des questions pour essayer d'aller dans ce sens.